Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis enchanté de vous retrouver pour vous présenter un sujet qui, je l'espère, va vous intéresser. Il s'agira d'apprendre ou de découvrir la manière dont il faut lire les caractéristiques techniques des enceintes acoustiques. Ce n'est pas toujours facile, nous allons partir d'un extrait de manuel d'une enceinte et nous allons parcourir point par point les différentes rubriques afin de mieux comprendre ce qu'elles signifient. Prêt? Allons-y. Choisissons de prendre comme exemple dans notre tableau des bronzes de la génération précédente, la bronze 2. Format du système, qu'est-ce que ça veut dire? Deux voix. Il y a en effet deux haut-parleurs, un pour le médium et le grave et un pour les fréquences aiguës. Un crossover ou filtre séparateur se chargera de répartir les fréquences vers le haut-parleur adéquat. Ensuite, nous lisons réponse en fréquence. Et la réponse en fréquence va de 42 Hz à 30 000 Hz ou 30 kHz. Une jeune oreille en parfaite santé entend de 20 Hz à 20 000 Hz. Voilà donc une enceinte de type étagère aux dimensions plutôt modestes qui descend pas mal du tout dans le grave et qui monte très haut dans l'aigu et l'extrême aigu. Suit la sensibilité. Ça, c'est très important. La sensibilité, vous voyez, est à 90 décibels. Ce n'est pas du tout un critère de qualité, mais au plus une enceinte est sensible, au plus elle pourra produire du son avec une même puissance d'entrée. En d'autres mots, pour être encore un peu plus clair peut-être, une enceinte très sensible pourra se contenter d'un ampli de puissance plus modeste qu'une enceinte à rendement plus bas qui, pour le même niveau sonore, aura besoin d'une puissance supérieure. Je le répète, attention, ce n'est pas un critère de qualité. Il existe des enceintes à faible rendement, en dessous de 90 décibels, qui fonctionnent admirablement bien et qui ont une sonorité magnifique. On peut considérer qu'à partir de 90 décibels, on peut parler d'une bonne sensibilité. Certaines enceintes sont sensibles et d'autres moins. Maintenant, on sait ce que ça veut dire et on peut en tenir compte. L'impédance, la résistance au passage du courant. C'est important, l'impédance. La plus courante en haut cinéma est de 8 ohms, mais il arrive que des enceintes aient une impédance inférieure, 6 ohms ou 4 ohms. Assurez-vous que l'impédance minimale de vos enceintes soit bien compatible avec votre ampli. Certains amplis possèdent une fonction permettant d'ajuster l'impédance des enceintes. Il faut alors toujours régler ce paramètre sur l'enceinte de votre système qui a l'impédance la plus basse. Si d'aventure, c'est peu fréquent, mais ça pourrait arriver, si d'aventure vous utilisiez des enceintes de différentes impédances. Ensuite, nous avons SPL, c'est le niveau sonore, la puissance nominale RMS. Pas de souci, c'est le niveau sonore maximum disponible, 113 décibels. C'est un niveau plus haut que ce que vous ne supporteriez pour regarder vos films préférés. Pas de souci donc à ce niveau. Les enceintes sont toutes capables de faire assez de bruit. La puissance nominale RMS 100 watts, c'est la puissance continue maximale de votre enceinte acoustique. Et lorsque nous voyons ensuite réglage d'ampli conseillé, en RMS toujours, eh bien, il faut ajouter une petite remarque aux chiffres que nous lisons. Nous lisons 30 à 100 watts. Remarquons qu'il vaut mieux avoir un ampli trop puissant que trop limité en puissance. En effet, un ampli trop faible va devoir être poussé dans ses derniers retranchements lorsque vous voudrez monter assez fort le volume, et c'est à ce moment-là qu'il risque de produire distorsion et écrêtage qui peuvent gravement endommager vos haut-parleurs. Un ampli de 120 ou 130 watts RMS serait bien plus à l'aise pour alimenter ces enceintes. Le tout étant de savoir ce qu'on fait et de ne pas exagérer. Il y a moyen de limiter la puissance maximale de votre amplificateur à une puissance donnée. On peut régler cela et le mémoriser. C'est évidemment à conseiller pour éviter les accidents.
Nous évoquerons les puissances délivrées d'ailleurs par les amplis dans un deuxième temps ensuite. Conception du cabinet, eh bien ça nous en apprend un petit peu plus sur la conception du haut-parleur. Pour basse réflexe avant, il y a deux technologies. Basse réflexe avant pour la bronze 2, eh bien oui, il y a deux technologies en présence sur le marché. Le basse réflexe avec un ou plusieurs évents soigneusement calculés permettant d'augmenter le rendu des basses fréquences, et une enceinte close ou scellée par contre, comme la centrale, est complètement fermée, et même si le rendement des basses est alors un peu inférieur, elle peut regagner cela en linéarité générale. Des firmes comme la firme américaine SVS, spécialisée dans les caissons de graves, l'ont compris en mettant à leur catalogue parallèlement des caissons basse réflexe et des caissons clos selon les préférences de l'auditeur. Notons aussi que pour une enceinte colonne ou bibliothèque, s'il y a un évent à l'arrière, l'évent peut être devant, derrière, les deux, ça dépend. Il faut prévoir, si l'évent est à l'arrière, au moins 50 cm par rapport au mur. C'est moins important s'il n'y a pas d'évent arrière, bien qu'une règle d'or soit de conseiller de ne jamais coller une enceinte au mur. Le son doit pouvoir respirer. Nous continuons notre descente dans le catalogue et nous allons voir les compléments d'unités d'entraînement. Cela nous en apprend un peu plus sur la technologie utilisée dans la fabrication des membranes des haut-parleurs. Chaque marque a ses propres recettes et c'est toujours très intéressant d'en savoir davantage. La technologie propre à Monitor Audio est le CCM pour Ceramic Coated Aluminum Magnesium. C'est donc une technologie de membrane en métal ultra rigide et ultra léger pour une restitution particulièrement claire de toutes les fréquences. La fréquence du crossover du filtre séparateur, je le rappelle, est de 3,1 kHz. C'est là que, progressivement, les sons médiums vont passer vers le tweeter, donc vont passer du haut-parleur de bas médium et de grave vers les aigus restitués par le tweeter. Ça se fait progressivement de façon à ce que la restitution des sons soit bien entendu toujours harmonieuse. Pourquoi plusieurs haut-parleurs et un filtre répartissant les fréquences? Eh bien, il est impossible techniquement à fabriquer un haut-parleur unique qui produirait toutes les fréquences à la fois. Il faut minimum 2 haut-parleurs, c'est un 2 voix, mais il existe des enceintes acoustiques à 3 voix, voire 4 voix, donc dans le haut de gamme, tout cela existe. Une petite remarque à propos des bronzes 1, à propos des bronzes 5, excusez-moi, je vais remonter le tableau. À propos des bronzes 5, nous voyons ici qu'en format du système, nous voyons 2 voix, 5. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce possible? 2 voix et demi, c'est 2 ou 3, comment peut-on couper cela en 2,5? Eh bien, en fait, c'est assez ingénieux. Le tweeter s'occupe du médium aigu et des aigus à partir de la zone de 2,5 kHz. En dessous de cette fréquence, c'est le premier haut-parleur qui prend le relais pour le médium et le bas médium. Et au fur et à mesure que l'on descend de plus en plus dans le grave, le second haut-parleur identique de médium grave vient épauler le premier afin d'offrir des basses plus profondes. C'est un système 2,5. Le filtre agit, disons, sur une pente progressive à partir de 600 Hz et cette technique, comme je le dis souvent, est souvent utilisée et donne de très bons résultats. Suivent ensuite sur notre tableau, nous n'allons pas nous y éterniser, les dimensions, les caractéristiques avec les pieds, le poids, les finitions disponibles. Cela est évidemment moins intéressant, mais c'est bon à savoir, ça fait partie de la fiche technique. Je vais vous montrer rapidement encore le système 2.2,5, donc le système 2 voix et demi de la bronze 5 et de la bronze 6.
Voici la bronze 5. Comme vous pouvez le découvrir, vous avez le tweeter situé en haut qui restitue l'aigu et l'extrême aigu. Ensuite, le médium bas médium au centre. Et il est épaulé par un deuxième bas médium qui entre en fonction progressivement pour restituer le grave et l'extrême grave. Donc c'est un 2 voix et demi avec en plus, vous le voyez là, un évent situé à l'avant et il y en a un autre à l'arrière que nous ne voyons bien sûr pas. Voyons à présent encore quelques éléments de base dont il faut bien tenir compte pour l'ampli. Quelle est la puissance réelle de mon ampli? J'ai indiqué en caractère gras ce qui était important à retenir. Il faut considérer la puissance annoncée pour toute la bande passante en effet, de 20 Hz à 20 000 Hz. La puissance souvent donnée aussi pour une tonalité unique de 1000 Hz, de 1 kHz, n'a que bien peu d'intérêt. Ce n'est pas ce que vous allez écouter. C'est la puissance RMS qu'il faut considérer, c'est-à-dire la puissance moyenne continue que pourra délivrer l'ampli sans causer de dommages aux enceintes. De plus, on vous donne la plupart du temps la puissance pour 2 canaux en service, parfois même un seul. Or, aujourd'hui, un ampli multicanaux peut intégrer 11 voire 13 amplificateurs internes. Il va falloir partager la puissance. Il faudra compter aussi avec le rendement moyen d'un ampli, entre 70 et 90% dans le tout meilleur des cas. Le rendement d'un ampli de classe D est plus élevé que celui d'un ampli de classe AB. Ce n'est pas une question de qualité, mais c'est une question de conception. Nous reviendrons peut-être dans un autre tuto sur les différentes classes d'amplificateurs, sinon nous allons nous égarer du sujet. En outre, l'alimentation de votre amplificateur, de votre intégré, ne se charge pas que des amplis. Il faut aussi alimenter les processeurs internes, le système de refroidissement, les préamplis pour pouvoir choisir entre les différentes sources, etc. Il est important de savoir, je l'ai indiqué en dessous en caractère gras, quelle est la consommation totale de l'appareil. Imaginons ici pour notre exemple un ampli de 750 watts en 230 volts. Mon ampli est donc capable de donner 750 watts total maximum, il ne serait pas donné davantage. Approximativement, fixons le rendement de l'ampli à 70%, il y a quand même des pertes en chaleur et autres pertes, et accordons 80 watts pour l'alimentation de tout ce qui n'est pas un ampli interne. Nous allons voir que les chiffres vont déjà changer. 750 puissance totale moins 80, ce que l'on attribue aux autres parties qui doivent aussi être amplifiées dans l'ampli, mais qui ne sont pas les amplis. Voilà. Et ensuite, j'arrive à 670. 750 moins 80, 670. Maintenant, je dois retirer 30% du total. J'ai dit un rendement moyen de 70%. 70% de 670 est égal à 469 à diviser par 11. Pourquoi à diviser par 11? Parce qu'il y a 11 canaux et les 11 canaux vont devoir se partager ce résultat qui reste, ce résultat de 469. Le résultat final est que chaque voie va délivrer 42,64 watts RMS. Soyons généreux et disons que cet ampli va délivrer 45 watts RMS par canal, tout canaux en service. Certes, ce n'est pas insuffisant pour alimenter des haut-parleurs surround ou des haut-parleurs Atmos intégrés dans votre plafond, mais c'est un peu léger pour les frontales, pour les haut-parleurs de gauche, la centrale et l'enceinte de droite. Ces enceintes-là ont le rôle principal dans votre installation et doivent être alimentées par un ampli qui a suffisamment de puissance. C'est ici que nous découvrons l'immense intérêt qu'il y a à soulager l'ampli intégré par un ou plusieurs amplis de puissance externe
ou mieux encore, mais c'est encore plus coûteux, confier la totalité de ces enceintes à des amplis de puissance externe comme les Marantz que vous avez ici devant vous. Je vais juste baisser la caméra et vous découvrez un de mes amplis de puissance Marantz. Il y en a dans d'autres marques. Certaines marques ont même le mérite d'indiquer la puissance tout canot en service directement. C'est le cas de Emotiva. Au lieu d'indiquer la puissance uniquement pour un ou deux canaux, cette marque indique la puissance tout canot ensemble, ce qui est évidemment un avantage. Il ne faut pas faire tous les petits calculs d'apothicaire que nous avons faits. Ils ne sont pas bien compliqués, mais ils nous éclairent sur l'importance d'avoir des amplifications de puissance supplémentaires si vous voulez avoir une installation qui a du punch et du dynamisme. Et voilà, eh bien je pense que nous avons fait un pas en avant sur le chemin qui conduit à un bon mariage entre un ampli et une paire d'enceintes acoustiques ou plusieurs, dans le cas des amplis multicanaux bien évidemment. N'hésitez pas à me transmettre vos suggestions et vos propositions éventuelles, vos questions, elles sont toujours les bienvenues et j'y répondrai volontiers. À une prochaine fois et un grand merci de votre attention.